que nous disposons d'à peu près 30 minutes pour une période de questions. Je vais inviter les gens à la salle au micro si vous avez des questions. Alors, bonjour. Félicitations aux 3 panélistes. C'était vraiment intéressant. Ma question, c'est pour toi, Emmanuel. Encore une fois, j'ai trouvé ton approche très intéressante. Tu nous amènes dans une réflexion, puis tu t'éloignes beaucoup des stéréotypes. Je trouve ça le fun. Autrement dit, en tout cas, moi, je reste pas indifférent à t'entendre. Puis encore aujourd'hui, c'est un autre bel exemple. OK. Ma question va au niveau du profil, si on veut, des migrants là, français que tu nous parlais. En fait, tu nous parles à l'heure rêvée. Hein, tu nous donnes un beau portrait de qui ils sont. Puis, bon. Moi, je me demandais, à leur départ, hein, il y a quelque chose que j'ai retenu dans ta présentation, c'est que tu nous dis qu'ils sont environ à 80 ou 60 urbains en France. Hein? Donc, les migrants sont à 80 %. En France, il y a beaucoup moins de personnes qui habitent dans les villes, mais c'est surtout les gens de la ville qui quittent. Exactement. Puis peut-être une des raisons, c'est qu'en fait, au niveau agricole, hein, en France, à l'époque, sous le régime français, hein, ça allait quand même assez bien. Donc, on peut se dire pour un agriculteur, pourquoi s'embarquer sur un bateau pour aller défricher de l'autre bord alors qu'on est bien ici. Mais peut-être au niveau urbain, c'était différent. Peut-être que, bon, tu nous parlais aussi des corps de métier qui... C'était plus difficile. Moi, ma question, c'est plus au niveau de se dire, est-ce que tu as une idée de c'était qui, en fait, ces gens-là, au niveau social, en fait? Qu'est-ce qui pouvait motiver leur départ? Puis, à ce niveau-là, on est peut-être capable aussi de connaître un petit peu le profil social. On parlait tantôt de le niveau de s'ils étaient lettrés ou pas. Est-ce que tu connais un peu, là, qu'est-ce qui pouvait motiver ces gens-là? Qui étaient? J'ai peut-être une partie de réponse à t'offrir. En fait, il y a un auteur que j'ai lu en fait cette semaine qui m'a un peu éclairé à ce sujet-là. Beaucoup des migrants qui partaient vers la Nouvelle-France étaient en fait déjà des migrants à travers le pays. Donc, ça arrivait souvent que les gens, disons, qui habitaient en campagne, et là, migraient vers la ville. Et après ça, ils migraient vers une colonie. C'était un phénomène assez récurrent. Ça s'explique par le fait que les gens n'avaient pas nécessairement encore les racines. Puis, comme Audrey l'a mentionné, souvent, les gens qui migrent vont encore migrer une deuxième fois. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas bien établis, plusieurs raisons, j'imagine. Donc, il y a un bon pourcentage, en fait, des migrants qui étaient déjà des migrants à l'intérieur du pays. Une des raisons aussi que j'ai eu certains auteurs mentionnaient pour laquelle quand même assez de gens sont partis, c'est qu'en France, il y a quand même eu beaucoup de problèmes, des famines, un peu d'émeutes, des choses comme ça, donc au 17e siècle. Donc, ça aurait pu pousser certaines personnes à se sauver vers la Nouvelle-France. On a un peu de tous les différents groupes qui ont migré quand même vers la Nouvelle-France, donc je ne pourrais pas dire qu'il y a un groupe en particulier qui l'a fait. Mais comme je l'ai mentionné, c'est à 45 % des artisans, donc c'est quand même un gros pourcentage quand tu penses que la majorité de la population est agricole. Donc, je pense que c'est mieux que je peux t'offrir comme réponse pour l'instant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une. Audrey, tu parles beaucoup des... T'expliques que les soldats qui s'établissent à Beau-Rivage ne prennent pas nécessairement une femme qui est déjà dans la seigneurie. Je me demande d'où viennent ces femmes, sont canadiennes, mais d'où au Canada viennent-elles et pourquoi suivent-elles les maris à Beau-Rivage? Est-ce que les maris décident suite au mariage de la Beau-Rivage? C'est-tu déjà quelque chose qu'ils avaient en tête de faire? Ils vont-tu rejoindre d'autres Allemands là-bas? À chaque année, je me fais prendre avec... L'an passé, quand ma présentation était directement sur les femmes des mercenaires allemands, je me faisais poser des questions sur mon échantillon de mercenaires. Puis là, cette année, je me fais poser des questions sur leurs épouses. Par mémoire, ça fait un petit bout que je n'ai pas travaillé sur ça. Il y en a qui épousent à Saint-Nicolas. Ils prennent épouse aussi à Québec. Il y en a une aussi qui est du coin de Montmagny. Puis, j'ai pas de réponse pour toi pour dire pourquoi les femmes suivent leur mari pour s'établir à Beau-Rivage, mais je sais qu'elles le font, puisqu'on le voit avec les baptêmes, puis par la suite avec certaines de leurs sépultures. Mais de par cœur, je peux pas te dire exactement d'où est-ce qu'elles viennent.
ménage pour mettre en valeur les terres, parce qu'il y a Colin Cox, par exemple, qui est le membre pour la seigneurie de Batiscan, où, au contraire, les terres qui sont départs des zones humides, une fois drainées, une fois mises en valeur, sont attractives, elles vont être très productives, avec notamment des terres agricoles, mais également des communes, donc des pâturages communautaires qui appartiennent à la seigneurie. Donc là, est-ce qu'il y a ça, ou est-ce que comme il y a une mise en valeur très tardive, finalement, il n'y a pas ça? Et comme je vous ai montré que le moulin, apparemment, il est installé très tardivement par rapport à la moyenne des vieilles seigneuries. Donc, est-ce que justement, voilà, il y a une transformation agraire, environnementale qui arrive très tard? Est-ce que tu as des indices dans des sources là-dessus? Donc, au départ, c'est certain que c'est pas tous les gens qui s'établissent qui ont de l'expérience, en plus en agriculture. Donc, c'est un peu, ils partent avec un désavantage du fait que le sol n'est pas des plus fertiles. Mais en regardant les travaux de Joseph Bouchette, qui décrit justement les sols des différentes seigneuries en 1815, puis lorsque je comparais avec ceux de Gédéon de Catalogne, qui lui est plutôt dans le 18e siècle, il y avait déjà une différence dans la comparaison qui faisait des sols. Gédéon de Catalogne ne l'a pas fait pour la seigneurie de Saint-Gilles, mais pour celle de Sainte-Croix, juste à côté. Puis il y avait déjà une différence que Gédéon de Catalogne, il catégorisait les sols de Sainte-Croix comme quand même pauvres. Mais Joseph Bouchette, en 1815, étant donné que les sols ils ont eu des travaux agricoles qui ont été faits, puis tout ça, les catégorise de plus riches. Donc, je me dis que c'est sensiblement la même chose qui a dû arriver à Saint-Gilles. Donc, plus les colons se sont installés, plus ils se sont mis à mettre les terres en valeur. Ça a sûrement donné un bon coup de main. J'ai pas encore de traces pour les travaux que tu disais pour les communes. Ça, j'en ai pas. J'ai pas encore travaillé sur ce sujet-là en particulier. Mais c'est certain que les terres, plus elles sont travaillées, plus elles ont un meilleur rendement finalement. Pour l'instant aussi, j'ai des descendants que je vois qui se sont établis plus au sud. C'est une des hypothèses que j'ai qui sont descendus plus au sud parce que les terres étaient plus fertiles, même si celles de Saint-Gilles, ont été davantage mises en valeur. Peut-être que celles plus au sud étaient quand même déjà plus fertiles. C'est très intéressant comme remarque. Merci. Je vais y aller pour une question pour toi, Emmanuel. Je me demande, les épouses de tes artisans, leurs enfants, particulièrement leurs filles, est-ce que tu observes qu'elles signent dans certains actes ou tu n'observes aucune signature féminine dans tout ça? Il y a quand même assez de signatures féminines. Il y a un plus petit pourcentage, je dirais, donc peut-être, je pourrais vous dire 10-20% de moins de signatures, mais c'est quand même assez présent. Puis ça arrive même des fois que je vois un individu qui ne signe pas, mais sa fille qui signe, que je trouve un peu bizarre, mais c'est des choses qui arrivent quand même, c'est assez courant. Puis est-ce que tu analyses ça? Est-ce que tu analyses ça pour savoir... est-ce que ça veut dire que les artisans vont épouser des filles
qui ont un statut social peut-être plus élevé, des filles qui sont alphabétisées, ou est-ce que justement le fait que l'artisan, lui, ne signe pas, mais que sa fille ou ses enfants signent, on voit une progression de l'alphabétisation d'une génération à l'autre? Oui, je vais quand même regarder ça. Je ne suis pas encore rendu là, mais je vais certainement regarder un peu les enfants, un peu les épouses pour voir est-ce qu'il y a une reproduction familiale ou ce que ça se trouve à ce niveau-là. J'en fais aussi déjà tout répertorier les contrats de mariage des enfants, des artisans. Donc, c'est déjà sur mon plan, là. Est-ce que tu voulais compléter? Je voudrais aggraver l'image économique de Saint-Gilles. Une question pour Audrey. Une fois que ceux qui ne s'enracinent pas, est-ce que tu as l'impression que leur condition socio-économique s'améliore? Est-ce qu'ils quittent pour des jours meilleurs, disons, quand ils quittent Saint-Gilles? Ou est-ce que finalement, ils restent au même niveau? Donc, est-ce qu'ils quittent Saint-Gilles pour améliorer leur sort ou seulement pour un autre lieu qui est à peu près semblable? J'en ai un notamment qui est indiqué que c'est un meunier ou un constructeur de moulins. C'est pas celui qui a construit celui en 1791, ça aurait pu, il était là sur place pourtant. Mais il se déplace à Saint-Pierre-les-Béquets. Puis il semble être meunier à cet endroit-là. Donc on peut imaginer que comparativement à un agriculteur, c'est quand même une position enviable de devenir meunier. Il y en a un autre qui est agriculteur au départ, puis qui, à la Ville de Québec, devient huissier. Donc, ça aussi, c'est... de ce que je remarque, c'est il quitte pour des positions enviables. Il y en a un qui devient arrimeur, donc on peut se poser si c'est vraiment plus avantageux d'être un journalier ou un... Mais encore là, quand tu es agriculteur, tu es quand même un peu plus d'autosuffisance que lorsque tu es simplement un journalier, là. Donc, mais pour ceux qui quittent Saint-Gilles, dont j'ai des traces dans les sources, c'est ça, bien évidemment, leur sort semble s'améliorer après Saint-Gilles. J'ai une question pour toi, Raphaël. Il y a eu, tu me corrigeras, Benoît, si je me trompe, au printemps 2018, quelques échanges dans le Devoir. Il y avait été question de la propriété seigneuriale du séminaire de Québec. Bon, il y a eu différentes critiques. Et c'était apparent dans la position du séminaire qu'il n'y avait pas vraiment de rupture, que c'était à peine si ça ne s'était pas passé, l'abolition, un peu comme tu mentionnes. Tu t'intéresses à ça, tu nous dis, dans la mémoire, il n'y a pas de rupture. Est-ce que tu as des hypothèses? Je suis conscient que c'est un travail aussi que tu as fait au bac, c'est parce que tu continues à la maîtrise. Tu as des hypothèses de pourquoi ça marque si peu la mémoire du séminaire? Et est-ce que peut-être que c'est pas non plus dans un contexte au Québec où on devient peut-être un petit peu plus hostile à la propriété ecclésiastique? Est-ce que c'est une façon peut-être qu'eux ont aussi de se protéger là-dedans? Premièrement, la première hypothèse que j'ai, c'est que Noël Béargeon n'a pas écrit jusqu'au moment de l'abolition. Fait que je sais que dans les cours historiques du séminaire de Québec, l'histoire qu'il enseigne, c'est notamment en partie celle de Noël Béargeon, puis il ne se rend pas jusqu'au moment de l'abolition. Donc, est-ce que ça peut contribuer peut-être? Puis aussi, comme je l'ai mentionné, il y a le fait que ça fait plus d'1 siècle et demi que l'abolition du régime seigneurial a eu lieu au Québec. Donc, puisque la mémoire est une faculté qui oublie, évidemment, c'est un aspect qui peut primer. Puis également, le fait que le domaine soit privé. J'ai mentionné que les utilisateurs des clubs de chasse et pêche, eux, ils ont contact avec le séminaire, puis ils sont conscients que ça leur appartient, mais le domaine est vraiment privé. Puis à partir de ce moment-là, tous les gens qui ont colonisé la seigneurie de Beaupré au sud n'avaient plus accès au territoire. Donc, nécessairement, ça l'affecte les mémoires. Mais j'ai pas d'hypothèse béton pour répondre à cette question-là. Si vous me permettez, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas prendre trop de temps parce que je peux faire ça de manière plus confidentielle avec vous dans mon bureau. Sinon, je voudrais quand même vous remercier beaucoup tous les trois, vous féliciter. C'est une belle séance, de mon point de vue. Je vais revenir un peu sur la mémoire.
Peut-être en complémentaire à la réponse de Raphaël pour la question de Félix, il faut dire qu'à la décharge du séminaire, bon, évidemment, on pourrait imaginer que là, on a une mémoire institutionnelle qui survit davantage aux générations. Mais ce n'est pas très présent, effectivement, ces questions d'abolition. Mais pour toutes les familles seigneuriales que j'ai eu l'occasion de rencontrer, à qui on a pu transmettre quelque chose et qui pourtant portent en eux une mémoire, en elles, cette question-là des rentes, de ce que l'abolition du régime a laissé comme trace, c'est absolument absent partout. C'est pas quelque chose qu'on s'est transmis dans les familles. Peut-être pas super intéressant autour d'un souper de famille non plus de parler des rentes qu'on avait. Par contre, comme dans le cas du séminaire, ce qui est omniprésent dans la mémoire des familles concernées, c'est la question de la terre. C'est la propriété foncière, c'est le rapport extrêmement fort au lieu, aux espaces, à la nature même de ces espaces. Bon, avec Stéphanie Lantier, on est en train de préparer une communication qu'on va présenter dans un colloque à Rimouski au mois d'avril sur la question des mémoires régionales. Et puis, on va essayer de montrer comment, justement, la mémoire et l'identité seigneuriale peut participer à la construction, surtout sur le plan local, d'une certaine mémoire. Donc, je pense que le séminaire n'est pas seul là-dedans, mais il est vrai que ils ont toujours été très frileux à accorder des entrevues à propos des terres qu'ils possèdent. Là, c'est pas rien, là, 1600 km² de terres privées, on dit les plus vastes forêts privées, peut-être en Amérique du Nord, d'un seul tenant en tout cas. Mais dans la région, les gens sont très conscients de ça. Hein. Il y a des dizaines de barrières qui, au bout de tous les chemins là, qui mènent vers là, sur la côte de Beaupré, mais aussi dans la région de Stoneham, Tewkesbury, au nord, ou dans le parc des Laurentides. Partout, on arrive et on se heurte à des barrières, et c'est avec SME écrite, là. Les routes terminent là. Moi, j'ai appris à conduire, là, je me rappelle, là, avec mon père, on allait sur les chemins. Et puis, tu ne vas pas plus loin. Tu sais, et c'est un peu même pour les gens qui sont, je dirais, voisins de cette immense propriété-là, c'est un peu énigmatique. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ça peut jouer aussi. C'est privé. On sait que c'est des terres privées. On sait que c'est des terres du séminaire, puis qu'on n'a pas accès là. Par ailleurs, j'amènerais peut-être Audrey sur le chemin de la mémoire. Puis je te demanderais, qu'est-ce qui reste de ce que tu sais, de cette mémoire des Allemands établis dans la région de Lotbinière en général, peut-être pas juste Saint-Gilles, mais au-delà peut-être du fait généalogique, là, puis de la redécouverte de racines. Est-ce que tu as l'impression, ça peut être juste tu ne travailles pas là-dessus, mais en conclusion peut-être de ton mémoire, qu'est-ce qui reste de ce bagage-là? Parce que c'est pas à une époque où l'immigration, où la population toute petite, là, on est à l'époque dont nous parlait tout à l'heure Émile Gervais, mais la population est franco-catholique. Très peu d'Anglais arrivent. Ces Allemands-là constituent une proportion importante d'un point de vue démographique dans la composante démographique donc du Canada des années 1780, 80. Après ça vont arriver les loyalistes, puis toute une d'autres vagues d'immigration au 19e. Mais ils sont importants. Ils s'éparpillent un peu partout, mais à Saint-Gilles, on a une poche dans une seigneurie nouvelle, dans un front pionnier. Donc, on pourrait imaginer que ça laisse des traces dans la mémoire locale. J'aimerais t'entendre peut-être un peu là-dessus. Oui. Donc, du côté un peu plus généalogique, comme je l'ai mentionné, il y a certainement les noms de famille, du moins qui se sont transmis, mais parfois, c'est sans conscience que leurs ancêtres, autant pour les femmes que pour les hommes, étaient des Allemands. Par exemple, dans mon cas, ma mère, son nom de famille, c'est Lettre. Ça a donné que ses ancêtres sont dans l'échantillon que j'étudie, mais jamais avant de faire les recherches sur mon mémoire, on aurait pensé que ses ancêtres étaient des Allemands, donc c'est un héritage quand même qui s'est perdu au fil du temps. Il y a une pancarte aussi près de Lotbinière qui me fait penser... c'est pas simplement la présence des Allemands, puisqu'il y a eu beaucoup d'Irlandais qui se sont établis dans la seigneurie de Saint-Gilles, mais sur la pancarte, il est indiqué Lotbinière, une terre d'accueil, comme si elle avait toujours reçu justement de nouveaux arrivants, puis ça le restait jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être un des héritages, pas seulement justement des mercenaires allemands, mais aussi des Irlandais qui sont venus par la suite. Pour ce qui est de ce que j'ai vu pour l'instant, côté religion,
les mercenaires, il y en a qui se font enterrer justement dans des cimetières protestants, mais leurs enfants se font tous baptiser dans la religion catholique, puis il n'y en a pas qui se font enterrer dans des cimetières protestants. Donc là, il y a une rupture du côté de la transmission de la religion. Mais sur place, il y avait le curé de Saint-Nicolas, il est dit dans l'histoire de la seigneurie de Lauzon, qui a été écrite par Joseph et Monroy, que le curé baptisait les bébés, peu importe si c'était s'ils étaient issus de mariages protestants ou catholiques. Donc, ça peut avoir fait en sorte que ça facilitait la vie aux gens, au lieu que de se déplacer à Québec pour faire baptiser dans une église, dans un temple protestant, finalement. Ça, c'était plus facile, possiblement, pour eux. Puis, est-ce qu'il y avait un désir, justement, que leurs enfants s'intègrent plus facilement dans la communauté locale? Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Dans le recensement de 1831, il est indiqué que les descendants qui portent des noms germanophones sont justement les descendants des colons allemands que j'étudie. Mais sinon, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est qu'ils s'intègrent très rapidement dans la population canadienne, française, catholique, et que lentement, le souvenir qu'ils étaient jadis, que leurs ancêtres étaient des Allemands, s'effiloche au cours du temps. Oui, c'est ça, exactement. Là, il y a beaucoup de généalogistes qui travaillent sur le sujet qui rappellent aux gens, vous avez des ancêtres allemands, puis c'est un peu ce que je fais aussi avec mon mémoire, si jamais des gens s'intéressent à le lire un jour quand il va être terminé. D'autres questions de la salle? Non. J'en ai deux petites pour toi, Emmanuel, si tu veux bien. Tu parlais de le lien entre la location, donc la prise à bail de différents ateliers, ou la propriété. Je me demande, y a-t-il une corrélation aussi temporelle, donc entre le début et la fin du siècle? Est-ce qu'il y a plus de locataires au début du 18e qu'il y en a à la fin? Si oui, est-ce qu'il y a des raisons? Ou est-ce que aussi, il n'y a peut-être pas la possibilité que les enfants qui sont nés au pays, parce que tu me dis, il y en a qui sont canadiens, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont canadiens, mais fils de migrants? Est-ce que tu les comptes comme canadiens? Ont-ils reçu une propriété peut-être de leurs parents? Puis est-ce que ça vient peut-être pas un peu influencer tes données là-dessus? Ma deuxième question, c'est par rapport à la maîtrise. Donc, tu disais, la majorité, si pas la totalité, finissent par s'appeler à un moment ou un autre maître-ci. Là, tu disais, donc, ils atteignent la maîtrise, mais je me demande, sans autorité établie qui donne la maîtrise, on n'a pas d'école de métier en Nouvelle-France, qu'est-ce que ça vaut réellement, le titre de maître artisan? Puis comment est-ce que toi, tu t'interroges ou te positionnes là-dessus dans ton mémoire? Bon, je vais commencer avec la deuxième. Je vais te demander de me rappeler la première par la suite. Donc, essentiellement, il n'y a pas de corporation qui gère les métiers. Tu peux t'appeler boulanger. Si tu veux t'appeler boulanger, il n'y a personne qui va techniquement t'en empêcher. Donc, c'est plus facile d'atteindre la maîtrise parce qu'à un point, quand tu dis « bon, je suis du bon, je suis propriétaire de ma petite entreprise, je m'appelle maître », il n'y a personne qui va t'en empêcher. Effectivement, c'est plus facile. Ça peut être moindre valeur que ça aurait eu en France. Mais ça me laisse quand même croire que ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils ont atteint la maîtrise selon eux et ils n'ont pas besoin de passer à travers un processus que je dirais un peu presque bureaucratique. Ils n'ont pas besoin de payer des gros montants. J'aurais pas vite de même l'impression qu'ils seraient moins compétents que les maîtres en France, disons, mais plutôt qu'ils n'ont pas eu à passer tout le processus un peu compliqué. Enfin, un processus qui favorise beaucoup les enfants des artisans. Donc, je dirais oui, ça vaut quand même. C'est pas très difficile à atteindre, mais je crois que si tu pratiques le métier pendant toute ta vie, enfin, tu deviens maître, veux pas un point, qu'il y a une corporation qui te dise que tu le sois ou non, je crois que c'est plus ou moins pertinent. Pour ta première question, j'ai considéré les enfants d'immigrants comme des Canadiens parce qu'un veut pas, personne n'est là, ça fait plus que 5 générations quand même. Tout le monde sont quand même relativement récents au pays.
est-ce que les enfants qui auraient reçu, disons, que la propriété de leurs parents, ça aurait donné un avantage au niveau des baux? Ils ont moins besoin de louer? Oui, peut-être, un peu, mais les individus ont quand même assez d'enfants à l'époque. Puis, j'ai un taux de mortalité assez élevé en ville, mais il y a quand même assez d'enfants qui rejoignent l'âge adulte. Donc, je ne crois pas que ça l'explique la différence qu'on voit. Ça explique peut-être quelques pourcents, mais pas l'entièreté. Hein. Je crois que... Je ne sais pas si j'ai manqué un petit bout, là. C'est bon? OK. Ben, je vais peut-être continuer. Tu parlais de... Peut-être que ça... je m'intéresse à l'apprentissage. Est-ce que... parce que moi, dans mon corpus, j'ai pratiquement aucun contrat d'apprentissage. Est-ce que tu en as? Et est-ce qu'il semble y avoir l'associabilité entre les différents artisans? Est-ce qu'on apprend plus le métier de notre père ou on l'apprend d'un autre artisan? Puis là, on voit qu'il y a des réseaux professionnels qui se créent entre les différents artisans. Encore, j'ai juste une partie de la réponse. En fait, oui, il y a des cas d'apprentissage, mais c'est quand même plus rare que ce que je présume qu'il y a en France, parce que essentiellement, il y a moins de règles. Donc, essentiellement, tu as quand même assez de contrats d'apprentissage, mais il y a beaucoup d'individus dans mon corpus que j'ai pas de contrat, donc je présume qu'essentiellement, ils ont appris de leurs parents. Oui, beaucoup de sociabilité entre les différents artisans. Je mentionnais dans ma présentation Romain Dolbec qui revient dans beaucoup d'actes, mais il y a beaucoup d'artisans que je revois en fait, oui, ça c'est il a marié la belle-sœur de tel autre artisan. Il a marié beaucoup de liens que je vois juste en passant à travers les actes. Il y a des liens de parenté où ils se connaissent. Donc, c'est quand même un petit milieu. Donc, les gens finissent par se connaître un peu. Il reste à peu près 1 minute. Voyant qu'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin à cette séance pour qu'on puisse aller manger. Donc, merci à nos 3 panélistes pour vos belles présentations.